Je te remercie d'être parmi nous. Et te demander du coup de te présenter un petit peu. Déjà, je te remercie d'abord pour le podcast et j'ai hâte de répondre à tes questions. Pour ma part, ma présentation, je m'appelle Pierre Brindeau, j'ai bientôt 25 ans. Je suis avant tout un passionné de sport depuis mon plus jeune âge. Ça a été une histoire de famille, ça a été transmis de grand-père en père et maintenant jusqu'à son fils. J'en ai fait mon métier. Je suis coach sportif depuis plus de 6 ans. Actuellement, j'ai décidé d'évoluer dans le monde du sport, donc j'ai repris mes études, j'ai gardé mon métier de coach sportif, mais je le fais à temps, dans un moindre temps au lieu d'avant. Dans ma vie d'avant, je le faisais à temps plein. Donc maintenant, je fais un master de sport business pour avoir un diplôme de master en communication, marketing, business et avoir mon métier de coach sportif à côté. Donc je suis le couteau suisse du monde du sport. Que m'inspire mon parcours? Déjà, je pense que ma pugnacité, c'est ça que mon parcours m'inspire, c'est que j'aurais très bien pu rester coach sportif, faire assez de sous par mois, enchaîner mes coachings et avoir des semaines de 50 heures. Sauf que je me suis projeté très vite. Je me suis rendu compte à 21 ans, 22 ans que mon métier, je l'aimais et je l'aime toujours autant, mais que je me voyais pas faire ça jusqu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc ma pugnacité m'a fait et ma motivation m'ont fait reprendre mes études pour avoir un autre diplôme et pallier à une éventuelle blessure. Donc mon parcours, oui, c'est la motivation, la pugnacité et l'envie surtout, l'envie. De quoi je suis le plus fier? Je pense que c'est le fait d'avoir repris mes études. Avoir mon diplôme et être coach sportif, j'en suis très fier, mais c'est le fait d'avoir eu la background ou l'expérience, ou plutôt j'ai visualisé mon futur et j'ai eu le courage de reprendre mes études. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même beaucoup plus âgées que moi, qui ont dû reprendre leurs études et qui avaient beaucoup plus d'expérience dans le monde professionnel. Et déjà, pour moi, c'était compliqué. Alors, je n'imagine même pas une personne qui travaillait pendant 10 ans et qui reprend ses études. Et donc, c'est clairement le fait d'avoir repris mes études et j'en suis extrêmement fier. Je suis à 1 an de la fin de mon master. Je vais tout donner pour obtenir ce diplôme et après avoir obtenu le Graal tant attendu, donc mon master de sport business et avoir mon diplôme de coach à côté. Qu'est-ce que m'inspire la phrase « rendre possible l'impossible au prisme de mon parcours ». Je pense que c'est une question qui se lie parfaitement à ma personne, parce que j'étais, pour entrer un peu dans les détails du sportif que je suis un garçon du monde de l'Ovalie, donc du rugby, et j'étais un grand timide, un grand introverti, et j'ai dû sortir de ma zone de confort pour devenir extraverti, m'ouvrir aux gens, et le rugby m'a fait m'ouvrir aux gens. Et pour moi, devenir coach sportif, c'était pas l'impossible, mais fallait donner des cours collectifs devant 100 personnes, prendre des personnes en coaching particulier. C'était il y a des années, j'aurais été incapable de pouvoir faire ce métier-là. J'ai rendu l'impossible possible en devenant coach sportif, parce que c'était juste impensable quand le timide que j'étais de devenir si ouvert, et aussi le fait de maintenant j'aime les gens, alors qu'auparavant je pense que je serais resté sur mon aile à droite du terrain de rugby sans en parler aux autres, et maintenant je vis des gens. Qu'est-ce que le mental? Pour moi, le mental, c'est quelque chose qu'on doit avoir tous les jours, qui nous permet de nous surpasser, de sortir de notre zone de confort. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on m'a enseigné. Mon socle, ma famille m'a appris de jamais mettre un genou par terre et de toujours se projeter, de ne jamais se dire qu'on ne pouvait pas le faire. Donc pour moi, garder le mental, c'est primordial pour avancer tous les jours dans la vie, ne pas jamais abandonner. Donc c'est pour être une personne bien développée professionnellement et aussi personnellement. Le mental, c'est quelque chose de tous les jours. Être soi-même permet d'avoir lorsqu'on est bien c'est un peu familier, mais lorsqu'on est bien dans ses baskets, lorsqu'on est bien dans sa tête, et le corps va suivre. Et donc le mental ça va être une suite logique. Je pense que je vais aussi prendre comme exemple quelqu'un de mon socle, de ma famille. J'ai toujours vu mon grand-père, qui est toujours là, je touche du bois, qui vient d'être en retraite à 76 ans. Déjà rien que de le dire, à 76 ans, c'est assez incroyable. Je l'ai jamais vu se plaindre, je l'ai jamais vu. Il a toujours été soi-même. Il a toujours gardé un mental des plus forts, et c'est mon exemple de tous les jours. Il a toujours été en adhésion parfaite avec sa personne, et il n'a jamais posé un genou par terre. Et maintenant, il vient de prendre sa retraite à 76 ans. C'est quelque chose que j'applique. J'ai eu un bel exemple, je l'applique tous les jours, que quand on est en adhésion totale avec soi-même,
le mental y suit logiquement. Est-ce que je pratique des exercices de préparation mentale? Non à proprement dit. Je pense que pour me préparer à divers états, divers exercices ou des périodes de stress ou autres, mais pas des tocs, mais j'ai comme si j'avais dans ma tête comment je pourrais appeler ça? C'est même pas des automatismes où je me suis, mon expérience au sein de mon métier de coach sportif m'a fait avoir, par exemple, c'est comme si je me déconnectais avant une épreuve. J'écoute une musique que j'apprécie beaucoup. Je pense à une personne qui m'est plus qu'importante, et ça me permet de me préparer d'allemand pour l'épreuve qui arrive. Donc je ne fais pas de préparation mentale à proprement dit, mais j'ai mes propres automatismes. L'enthousiasme est-il primordial pour le mental? Ah oui, clairement. Je vis d'enthousiasme. Lorsqu'on fait quelque chose avec un certain enthousiasme, automatiquement le mental, comme s'il se développait d'autant plus. Je le vis chez Trainme en ce moment. Je le montre à mes supérieurs que chaque chose que je le fais avec beaucoup d'enthousiasme, et j'ai remarqué que comme si c'était une spirale. Ça attirait mes collègues vers plus de bonne humeur, de joie, et le mental est tiré vers le haut. Surtout en ce moment avec la pandémie, le fait d'être toujours enthousiaste et le mental est un peu irrésistible, et l'équipe s'emporte encore mieux. Est-ce que nous faisons de l'accompagnement chez Trainme? Non, parce que c'est une petite start-up, mais qui croît de jour en jour. Mais il n'y a pas d'accompagnement à ce moment T. Chacun se débrouille à sa manière. Ce qui est intéressant au sein de cette start-up, c'est que vu que c'est assez petit et qu'on se connaît à peu près tous, le fait de se connaître, ça permet de tirer une personne qui est peut-être dans un moment un peu plus compliqué vers le haut. Par exemple, si le Covid touche une personne mentalement ou physiquement, on va avoir la capacité de lui dire les mots justes et de lui faire reprendre cet enthousiasme pour revenir sur la scène, comme on dit. Qu'est-ce que Trainme? C'est une plateforme de mise en relation entre les coachs sportifs et les particuliers et les entreprises. C'est Anatole Sabi et Gatien Letarte qui ont eu l'idée lorsqu'ils sont partis en vacances en 2015, ils se sont rendus compte qu'il était plus facile de réserver un appartement sur Internet qu'un coach sportif. Et ils ont eu cette brillante idée donc de développer un site Internet et une application qui permet de lier les coachs sportifs aux particuliers. J'ai eu la chance de faire un stage de 6 mois avec eux pour ensuite faire un CDD, et maintenant j'ai le privilège d'être en alternance chez eux jusqu'à la fin de mon master. Comment s'est construite ma confiance en moi? J'ai eu divers échecs, j'ai eu beaucoup d'épreuves personnelles et professionnelles. Ça m'a permis de me construire une carapace qui doit se nourrir de ces échecs, et c'est comme ça que ma confiance en moi s'est construite. Preuve personnelle que j'ai vécue, n'aurais peut-être pas cette confiance, la confiance que j'ai de nos jours. Les échecs d'auparavant, et aussi une règle c'est un peu mon mojo de tous les jours, que c'est quelque chose que j'ai appliqué en tant que coach sportif et que j'applique maintenant dans mon master et dans mon alternance chez Trainme, c'est que ce n'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Tous les jours, je me dis que je peux mieux faire. Tous les jours. Pas parce que j'ai bien fait quelque chose chez Trainme sur un jour que le lendemain, je vais me reposer sur ça. Chaque jour, c'est une course et je la refais, et je dois être en première position. C'est quelque chose que je me répète tous les jours, et ça me permet d'avoir une confiance en moi assez forte. Faut se donner le droit à l'échec et à l'erreur. Oui, parce qu'on apprend de ces fautes, de ces erreurs, de ces échecs. On sort automatiquement grandi. C'est mon cas. Quel échec ou erreur je pourrais citer? Je vais prendre diverses expériences en tant que coach sportif, ou quand tu te retrouves devant des 70 personnes, 100 personnes courent par exemple à l'Arc Boulevard de Paris, et que t'as pas le droit à l'erreur. T'es obligé. Quand tu peux pas, ça peut pas être parfait dès le début. Surtout quand t'as des attentes très importantes, surtout à l'Arc Boulevard de Paris, 100 personnes devant toi. Ça m'est arrivé de faire le mauvais pas quand je donnais un cours, ou de donner la mauvaise consigne, et ça se voyait au niveau des participants. J'en suis ressorti grandi, parce que je pense clairement que quand je donne un cours maintenant à l'Arc Boulevard de Paris, c'est clairement mieux qu'auparavant. Oui, il faut se donner le droit à l'erreur. Comment je fais pour garder confiance en moi malgré ces divers échecs? Parce que j'ai la chance d'avoir un socle très fort. Quand je parle du socle, je parle de ma famille et de mes amis qui sont, pour moi, on ne peut pas
c'est très personnel, mais je pense qu'on ne peut pas avoir un grand mental sans un grand socle, ou une grande confiance en soi sans un grand socle. Je suis une personne qui se base énormément sur ma famille et mes amis. C'est ça qui me permet suite à ces échecs, de garder ma confiance en moi, parce que ce sont ces personnes qui me font les retours, qui m'écoutent, qui ont les bons mots. C'est ce socle qui me permet de garder cette confiance. Sans ce socle, je suis pas sûr que j'aurais eu déjà la capacité de reprendre mes études. En me confiant à ma famille, c'est ma famille qui m'a dit oui, reprends tes études. Il faut un diplôme, un master à côté de ton diplôme de coach. Sans ma famille, je l'aurais jamais fait. Comment suis-je parvenu à m'affranchir du regard des autres? Dans le cadre du coaching et du fitness, ça a été extrêmement compliqué parce que lorsque tu es coach sportif, tu es le centre du monde, entre guillemets. Tout le monde te regarde. Tu n'as pas le droit à l'erreur. On revient au sujet de l'erreur, mais ça a été extrêmement compliqué parce que c'est pas le fait d'être regardé par les autres, par exemple, quand on est devant 100 personnes, mais c'est plutôt le fait j'avais peur de ne pas être, entre guillemets, beau à regarder, ou bien faire la choré, ou de bien enseigner le mouvement. C'était pas une question d'être regardé, c'était surtout une sorte de pression de bien enseigner devant autant de personnes. Le regard, oui, c'était une certaine pression, mais c'était surtout la peur de ne pas, face à tous ces regards, de ne pas enseigner correctement mon métier. Et avec l'expérience, avec les cours, les erreurs, les cours, maintenant le regard des autres, c'est mon quotidien. Les autres personnes, c'est mon quotidien. Être avec les autres. Comment faire pour y croire quand personne n'y croit? Pour y croire par-dessus tout. Je cite mon grand-père, qui, encore une fois, qui n'a jamais cessé d'y croire jusqu'à récemment la fin de sa carrière. Même quand personne n'y croit, il faut par-dessus tout que tu y croire. Si vous entamez quelque chose et que vous n'y croyez pas dès le début, ça n'arrivera à rien. Et c'est quelque chose que je me répète aussi tous les jours. Faut y croire. Même si tout vous pousse à ne pas y aller, à baisser la tête ou à ne même pas sourire, faut se donner un surplus de motivation. Il faut se donner un petit coup de pied aux fesses pour être familier, et y aller coûte que coûte. Toujours y croire. Quelles sont mes techniques pour rester positif, ou mes conseils au quotidien? Déjà, premièrement, pour rester positif, il faut penser à quelqu'un qui vous inspire. Moi, je vais pas prendre ma famille là, mais je vais prendre, c'est peut-être quelque chose, une réponse que tu n'auras pas de sitôt. Je suis un grand fan des Daft Punk, donc pour rester positif, je me base énormément sur ce duo, parce que outre le fait que je suis fan absolu de leur musique, c'est surtout leur abnégation et leur humilité dans le travail qu'ils ont pu faire qui me permet de rester positif. Dès que je mets une musique des Daft Punk, je pense à tout ce qu'ils ont fait. Voilà, ça me fait vite relativiser. Je me dis je me mets un Get Lucky. J'ai pas besoin de plus. Je reste positif coûte que coûte. Je regarde ce qu'ils ont pu faire en se cachant derrière des visières, en refusant ils ont été les précurseurs d'un mouvement de musique mondial. Pourtant, c'est les plus humbles possibles. Ma technique, c'est écouter peut-être des morceaux de musique d'artistes dont vous êtes fan, ou dans un autre exemple aussi, c'est fixer un objectif. Moi, je me suis quelqu'un qui se fixe des objectifs constamment. Le fait de se fixer un objectif permet de rester positif, puisqu'on a quelque chose à aller chercher. Mon objectif en ce moment, c'est aller chercher mon diplôme et obtenir un CDI chez Trainme. Si je l'ai pas, j'aurais la fierté de me dire j'aurais tout donné pour obtenir ce CDI. Donc se fixer des objectifs, c'est pas idolâtrer comme je le fais les Daft Punk, mais avoir une sorte d'exemple. Quels sont mes trucs pour me motiver? En fait, la motivation, c'est inné. Je pourrais même pas te la détailler. Je ne sais pas comment j'ai cette motivation tous les jours en moi, mais qu'est-ce qui me motive? C'est le fait d'aller chercher encore une fois un objectif. C'est le fait d'aller la quête du bonheur, la quête du résultat. C'est cette quête qui ne termine jamais. C'est cette course, la vie que je répète tous les jours. Le fait d'aller chercher quelque chose. Si le jour où vous vous levez, vous n'avez plus envie d'aller chercher n'avez plus cette niaque, il y a un problème. C'est pour ça que moi, mes trucs pour rester motivé, c'est la quête le travail. Le travail, c'est la santé. Donc c'est le fait d'aller travailler, le fait de croiser mes collègues, de travailler sur divers projets, d'avoir une vie où le travail est prépondérant. Donc avoir des objectifs, avoir des choses à aller chercher, c'est ça mes trucs pour rester motivé. Et aussi qu'est-ce qui me motive? Le duo français me motive beaucoup aussi. Selon moi, faut-il donner un sens à son action? Totalement. Quand vous entamez quelque chose, il faut que cette action ait du sens. Pourquoi? Parce que un autre exemple, si j'ai repris mes études pour avoir un diplôme, ça a du sens
licence parce que je veux avoir un autre diplôme à côté de mon métier de coach sportif. Si j'avais entamé ce master sans guideline ou sans ligne de conduite, ça aurait été assez inutile. Il faut que chaque action que vous entreprenez ait objectif, une ligne d'arrivée. Chaque action doit avoir du sens. Sinon, pour ma part, s'il n'y a pas de sens à l'action, la future action, je pense pas que je la ferai. En tout cas, est-ce que je me fixe des défis? Oui, tous les jours, sans hésiter. Il faut. Si je peux transmettre quelque chose, c'est qu'il faut que vous ayez des défis. Sinon, la vie, elle est bien triste. Il faut vous challenger. Il faut sortir de votre zone de confort. C'est là où le bonheur, une sorte de bonheur ineffable, quelque chose que vous pouvez pas expliquer avec les mots, quoi. C'est lorsque vous sortez de votre zone de confort et que vous avez le résultat et que vous êtes allé chercher ce défi, le bonheur n'en est que plus grand. Et selon moi, il faut se fixer des caps, des intentions. Ah oui, un cap pour moi, c'est une ligne d'arrivée. Donc un cap, c'est aller chercher le haut de la pyramide, étape par étape. Il faut avoir des caps, c'est impératif. Personne qui n'a pas de cap peut-être tomber à la dérive. Donc il faut payer ça chez Trainme parce que vu que c'est une petite start-up, on peut tous communiquer très facilement. On peut tous, si une personne a un cap, on peut travailler ensemble pour aller chercher ces caps-là. Et si on a divers projets, que ce soit en diverses équipes, et ben on peut travailler ensemble pour aller chercher ces divers caps. Il faut en avoir, c'est plus qu'important dans la vie de tous les jours. Faut-il avoir un plan pour réussir? Pas forcément. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de plan quand j'ai décidé de reprendre mes études. Je n'ai pas encore réussi, entre guillemets. La route, elle est encore longue. J'avais pas quelquequefois l'imprévu fait que peut jouer aussi dans votre réussite. Et je n'avais pas forcément prévu la reprise de mes études. Lorsque je suis devenu coach sportif, je m'étais projeté à faire ce métier pendant X années et je me retrouve maintenant à faire ce métier de façon très restreinte. Et ce n'était pas du tout dans mon plan. Sur certains cas, oui, avoir un plan peut être pertinente, mais dans mon cas, je n'avais pas forcément de plan prédéfini. Et c'était plutôt, comme quoi dans la vie, il n'y a pas de hasard. Je parlerais plutôt du fait que le plan n'est pas dans tous les cas nécessaire. Quelles sont mes ressources psychologiques pour gérer la pression? J'en ai plusieurs. Encore une fois, je me répète, mais ça va être mon socle, la musique, mes objectifs. J'en ai 3. Mes objectifs, la musique, mon socle. Ce sont mes ressources auquel je puise le plus pour aller chercher ce surplus de motivation pour aller au-delà des caps fixés. Donc je recommande à tous et à toutes d'avoir des ressources de telles ressources. Je m'estime très chanceux d'avoir autant de ressources psychologiques pour avancer tous les jours avec le sourire et avec beaucoup d'enthousiasme. Comment je fais pour être serein dans toutes les circonstances? Le fait de ne pas paniquer dans toutes les circonstances, c'est grâce aux expériences passées, parce que ça m'est arrivé de perdre un peu mon sang-froid dans cours de fitness. Mon expérience passée me fait souffler un grand coup lors de montées de stress ou pas de panique, mais de moments de haute tension où j'arrive à me déconnecter quelques secondes, à relativiser très vite et à me dire ok, là il y a un petit moment de stress, souffle un coup, déconnecte-toi 10 secondes et repars. Donc c'est mon passé professionnel qui me permet de rester lucide dans les moments de pression et de stress. Ai-je des techniques pour surmonter mon stress? Voilà, j'y accorde une importance primordiale. C'est quelque chose qui comme si je n'étais plus sur terre lorsque j'écoute la musique des robots ou d'autres artistes. C'est la technique. Ça me permet de ne même plus être stressé en quelques secondes. Et c'est quelque chose que j'espère que d'autres personnes ont cette technique-là. Outre la musique, ce sera la famille, encore une fois. Ça, je parle beaucoup de famille, mais c'est mon quotidien et c'est eux qui me permettent dans les moments les plus intimidants de ressortir la tête de l'eau très vite. Donc en psychologie de la performance, on apprend à se focaliser sur les choses dont on a le contrôle et à délaisser un peu les choses où on n'a pas de la main dessus. Concernant cette question, je vais beaucoup plus me focaliser sur les choses où j'ai la main dessus, où j'ai le contrôle, et c'est vrai délaisser un peu plus les aspects que je ne contrôle pas. Par exemple, qu'est-ce que je ne contrôle pas actuellement? Ça va être peut-être une personne qui arrive dans un cours de sport que je donne et qui arrive en plein milieu du cours et qui dérange pas, mais qui va
couper la fluidité du cours et je vais devoir tout lui réexpliquer. Et donc, je vais peut-être pas la délaisser à proprement dit la personne, mais je vais me focaliser un peu plus sur le groupe parce que j'ai 80 personnes devant moi, personnes qui arrivent, pas le contrôle total sur elle, un peu moins focalisé sur cette personne à proprement dit, concentré sur quelque chose où j'ai la main, que je contrôle depuis 30 minutes, qui est le groupe en lui-même. Donc pour cette question, pour se focaliser sur les choses où on a plus le contrôle, c'est mon cas. Je me concentre plus sur les choses que je peux manager plutôt que les détails ou autres qui me font un peu perdre les rails. C'est quelque chose qui est assez, les choses qui me font perdre le contrôle, on a du mal souvent à les contrôler. Comment on fait pour rester concentré et le rester? Je me fixais encore une fois un objectif par exemple lors d'une épreuve ou quelque chose à rendre de façon assez urgente, de savoir que je dois rendre cette performance ou que je dois rendre un travail dans les plus brefs délais me fait avoir une concentration plus grande et le fait de la garder, c'est cette pression, cette envie de rendre le travail, d'avoir à donner quelque chose me fait comme si j'étais dans une bulle de concentration. Je pouvais plus être déconcentré. Je vais prendre aussi l'exemple d'un coaching particulier. Lorsque je donne un cours à une personne, le moment où le cours a commencé, je peux plus être sorti de ma bulle. C'est instinctif. Dès que j'ai dit à la personne, au client que j'ai, c'est parti, je suis imperturbable. C'est comme si je me fixais une ligne de conduite pendant l'heure de coaching et que je ne pouvais plus en sortir. Et donc impossible de me faire sortir de cette bulle. C'est pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Je suis totalement d'accord avec cette question. Je l'applique encore une fois au quotidien. Avoir une force mentale. Si le jour où on lâche cette force mentale, elle s'écroule. Il faut toujours, jamais poser un genou à terre. Encore une fois, je reprends la phrase que j'ai dit plus tôt. Pour garder cette force mentale en nous, il s'est interdit de lâcher. Même quand tout vous pousse à lâcher, on ne peut pas. Le plus dur, je pense que c'est quand une personne a lâché complètement et qu'il faut se remettre en selle. Moi, je m'interdis en tout cas de lâcher. Et le jour où je lâche, je sais pas, j'espère que ça n'arrivera jamais. Et je ferai tout pour garder cette motivation, cette force, cette envie. Jamais je lâcherai. Qu'est-ce que pour moi l'autodétermination? C'est cette envie, cette flamme qu'on a en nous d'aller chercher ce qu'on veut. Je vais citer une autre personne que je n'ai pas évoquée jusqu'à présent dans ce podcast, c'est Roger Federer, qui est pour moi l'exemple à citer pour cette question, qui est l'exemple type d'autodétermination. Il était ce jeune Suisse qui était un peu nonchalant, qui n'avait pas trop d'objectifs dans la vie et qui du jour au lendemain est devenu un dieu de la raquette. J'ai lu le livre de Thomas Soto sur le Suisse, assez incroyable sa capacité il s'est autodéterminé à battre tous les records et à aller chercher ses rêves les plus fous, qui étaient de s'imposer dans le monde du tennis, aller chercher les records, en particulier Wimbledon. M'inspire beaucoup de Roger Federer dans l'autodétermination. Donc pas que je n'aime pas Nadal. Pour moi, c'est ça, c'est sortir, se fixer un objectif et aller chercher des résultats qu'on n'avait même pas entrevus. Je pense pas que Roger Federer ait pensé gagner 20 grands chelems. Et c'est ça, il est allé chercher plus loin que ce qui s'était fixé. C'est pour moi l'autodétermination. Est-ce que je pense que pour progresser, il faut apprendre à supporter la douleur? Oui. Parce que je vais associer porter la douleur à l'échec et à l'erreur, déception. C'est divers types de douleurs. Il faut apprendre à encaisser les coups pour en ressortir plus fort. Si on prend pas de coups, on n'avancera pas. Roger Federer a perdu de nombreuses fois face à Rafael Nadal sur terre battue à Roland-Garros. Il a encaissé de nombreux coups. Il a énormément souffert. Et pourtant, il a réussi à soulever le Saladier d'argent en 2009. Donc, il en est ressorti plus fort. Il faut apprendre à encaisser, à digérer la douleur pour obtenir le Graal attendu. Quels sont mes secrets pour avoir un bon mental et rendre possible mes rêves? Mes conseils pour avoir un bon mental, c'est
je le répète encore une fois, ne jamais poser un genou à terre. Aussi, une règle aussi, c'est que lorsque vous avez la santé et la famille, vous êtes le plus riche du monde. C'est mon mojo de tous les jours. Quand je me lève le matin et que je prends mon café, c'est j'ai la santé, j'ai la famille, je suis le entre guillemets le plus riche du monde. C'est-à-dire que c'est mon conseil, c'est ma phrase que je veux transmettre dans ce podcast. Ça me permet de garder cette motivation, ce mental, cette envie de tous les jours. Parce que je me rends compte qu'autour de moi, il y a entre guillemets pire. Tant que j'ai ce socle-là, je suis invincible. Ça, c'est ce que je veux. C'est mon conseil. C'est pas avoir une phrase, mais c'est se rendre compte que autour de vous, nécessairement, voire clairement pire que vous, ça vous fait vite relativiser. En particulier avec cette pandémie, on a tout ce qu'il nous faut et que en fait notre normalité, la normalité que toi et moi avons, ce n'est pas la normalité des autres personnes. Si ça, c'est le conseil que je peux transmettre. Si j'avais une citation qui me guide au quotidien, laquelle serait-ce? Bonne question, j'en ai plusieurs. Je vais citer les Daft Punk. Pourquoi? Parce que c'est une phrase qui avait dit Monsieur, un des deux Daft Punk, Thomas Bangalter, c'est celui au casque gris, qui avait dit que peu importe le travail, en fait, être sous les projecteurs de la fanbase, être connu, ne les intéressait pas. Ce qu'il avait juste dit une phrase, c'est que nous on faisait ce travail rien que par passion. C'était juste la passion de la musique qui leur faisait développer ou créer ces musiques-là. Et c'est juste, il n'y avait pas besoin d'être mis en lumière sous des caméras ou des photos ou de connaître leur visage pour être heureux. Eux, leur seule motivation, ce qui leur donnait envie de se lever tous les jours, c'est juste la passion de la musique, de partager ça avec les autres. Bien, merci à toi, hein, c'était un vrai plaisir de partager ce moment.